Jimmy était presque une caricature. Il avait tout d'une fripouille sympathique. Il pouvait être très charmant, mais aussi sans pitié. Les personnes qui possèdent à la fois ce côté charmeur et impitoyable atteignent généralement le sommet. Jimmy Kane aime le risque, aussi bien en affaires que dans sa vie privée. En 2007, il vaut plus d'1 milliard de dollars et il fait tout pour le montrer. Chaque jeudi après-midi, à la fermeture de la bourse, un hélicoptère privé l'attend près de son bureau de Manhattan pour l'amener à sa maison de campagne au New Jersey pour le week-end. Au programme, bridge et golf. Il a aussi un penchant singulier qui viendra le hanter. Il se vantait de fumer de la Marie. Dans l'ascenseur de la Bear Stearns, Kane m'a déjà tendu ce qui me semblait être un joint. Cette nouvelle frappe Bear Stearns au pire moment. À l'automne 2007, les titres adossés à des prêts hypothécaires acquis par sa compagnie se transforment en pertes colossales. Puis en novembre, le Wall Street Journal présente à la une un portrait dévastateur de Jimmy Kane. Il est décrit comme un PDG qui préfère jouer au golf et au bridge pendant que sa compagnie est en pleine crise. Pire, le journal révèle son penchant pour la marijuana. Mon collègue Joe Kernan m'a demandé ce que je pensais de l'article. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai fait semblant de tirer sur un joint. Imitating smoking a joint. Divorce issue, but also apparently, that whole bit. Little smoke and a little pot there. What is it? 2 minutes later, my cell phone. 2 minutes plus tard, Jimmy Kane m'appelle. Il hurlait. I don't smoke pot. I said, Qu'est-ce que tu racontes? Je ne fume pas de marijuana. Je lui ai dit, on s'en fiche. C'est un crime inoffensif, il faut en rire. it's kind of a harmless crime. Je n'oublierai jamais sa réponse. Il m'a dit, on voit bien que tu ne diriges pas une entreprise. You try to laugh it off. You're not running a company. Jimmy Kane s'était fait beaucoup d'ennemis. Wall Street est un environnement très compétitif. Lorsque les requins sentent le sang, ils sont sans pitié. Jimmy Kane perd son poste de PDG en janvier 2008. Il devient président du conseil et n'a droit à aucun salaire. Mais son départ n'arrive pas à freiner la descente aux enfers de Bear Stearns. La firme possédait trop de produits financiers toxiques et des rumeurs laissaient entendre que la banque n'avait plus de liquidité. Kane avait laissé derrière lui une bombe à retardement qui devait exploser en mars 2008. En entendant les rumeurs, Hank Paulson avertit son personnel que Bear Stearns n'en a plus pour longtemps. Il sait que les clients vont retirer leur argent et que la banque va s'effondrer. Bear Stearns, une banque d'investissement qui a plus d'argent et qui manque de liquidité présentement. Le dimanche 16 mars, la Bear Stearns est reprise par sa rivale JP Morgan suite à une entente financée par le gouvernement. En un an, la valeur de l'action de Bear Stearns est passée de 170 à 2 $. Get this, it's valued at about $2 a share in this deal. $2 a share. C'était inconcevable. Je me souviens quand j'ai vu l'annonce à la télévision le dimanche soir que c'était pour 2 $. J'ai dit à mon épouse, ça doit être une erreur. Et il manque un chiffre, ça doit être 20 quelques dollars. En mai 2010, Kane est convoqué par la commission d'enquête sur la crise financière pour expliquer la faillite de sa banque. Il laisse entendre qu'il n'y est pour rien, qu'elle a simplement été victime de l'hystérie du marché. The market's loss of confidence, even though it was unjustified and irrational, became a self-fulfilling prophecy. Je suis toujours étonné de voir à quel point les gens qui témoignent devant nous rejettent la faute sur les autres. C'est étonnant à quel point ils ne font pas le lien entre leurs actions, les risques qu'ils ont pris et cette crise. La plupart des investisseurs dans le monde ont compris le mauvais message du sauvetage de la Bear Stearns. Le message que certains ont compris dans le sauvetage de la Bear Stearns, c'est que peu importe les circonstances, les gouvernements américains et européens ne laisseraient pas une grande banque faire faillite.
Pour certains, il est évident que le prochain naufrage sera celui de la 4e banque américaine, Lehman Brothers, dirigée par l'un des hommes les plus impitoyables et les plus redoutés des États-Unis. Le personnage le plus détesté, appelé à témoigner devant le Congrès américain, est sans aucun doute l'ancien PDG de Lehman Brothers, Richard Fuld. La chute de sa banque en 2008 a causé les plus grands dommages à l'économie mondiale et ruiné des millions d'Américains. I'm very much aware that one day we had a firm, the next day we did not. Lors des audiences, Fuld est la cible de choix d'un public en colère contre les banquiers. Dick Fuld a fait toute sa carrière chez Lehman Brothers. Du bas de l'échelle, il s'est rendu jusqu'au sommet. Sa parole faisait loi et jamais son jugement n'était remis en question. Dick Fuld était un empereur. Il était complètement identifié à Lehman Brothers. Il n'y avait aucune contestation de son pouvoir. C'était un être désagréable avec ses concurrents, arrogant, quasi un leader de secte. Et ça se termine toujours mal pour ces gens-là. Dick Fuld est du genre à intimider quiconque ose le confronter. Dans cette vidéo interne de Lehman Grande-Bretagne, il fait part de sa colère envers les courtiers qui font chuter le prix de ses actions en bourse. But what I really want to do is I want to reach in, rip out their heart and eat it before they die. C'est l'attitude d'un homme qui pète les plombs dans un cas de désespoir. En situation de désespoir, vous essayez de trouver un ennemi extérieur. Et vous espérez que quelqu'un va pouvoir empêcher cet ennemi extérieur d'intervenir. Ce n'est pas un discours de dirigeant de banque, c'est un discours de talibans. L'effondrement de Lehman Brothers a commencé le 11 septembre 2008. Le prix des actions étant en chute libre, on recommande à Dick Fuld de vendre les actifs de la compagnie à rabais, mais il refuse. Les relevés d'appels téléphoniques de Hank Paulson indiquent que le secrétaire au Trésor a tenté de convaincre Fuld à plusieurs reprises. À partir de ce moment-là, Fuld, qui avait fait de Lehman Brothers toute sa vie, est entré dans ce qu'on appelle la phase de déni. Il est devenu fermé à toute forme, généralement quelconque, de solution autre que « on va vous sauver, on va vous sauver, on va vous sauver ». Le vendredi 12 septembre, Paulson décide qu'il est temps de sauver Lehman Brothers, mais il refuse d'utiliser l'argent du gouvernement pour renflouer une autre banque. Il se rend à New York à bord de son jet privé et convoque tous les PDG de Wall Street à une réunion d'urgence dans l'édifice de la Réserve fédérale. Le jour où vous recevez un coup de téléphone du ministre des Finances ou de son équivalent en disant « il y a réunion ce soir à 6 heures », ça peut être votre anniversaire de mariage, il n'y a rien qui compte. Vous êtes prié d'y être. La réunion secrète de Hank Paulson débute à 18 h. Les présidents des plus importantes banques des États-Unis sont là. Jamie Dimon de JP Morgan, Lloyd Blankfein de Goldman Sachs, John Payne de Merrill Lynch et John Mack de Morgan Stanley. Paulson commence par leur dire qu'ils savent très bien pourquoi ils sont là. Sans leur aide, Lehman n'ouvrira pas ses portes lundi et les conséquences pour tous ceux qui sont assis autour de la table seront désastreuses. À l'autre bout de la ville, Dick Fuld n'en revient pas d'avoir été exclu de cette réunion de crise. Pour nous, employés de Lehman, on regarde ça un peu bizarrement. On se dit, pourquoi est-ce que Dick Fuld ne fait pas partie de ce meeting où tout le monde est appelé, sauf lui? Lorsque les chirurgiens se réunissent pour décider de la manière dont on va opérer un malade, on n'invite pas le malade. Ça n'est pas une très bonne idée d'essayer de savoir si vous allez être coupé à gauche, à droite ou de travers. Au sein de Lehman Brothers, tout cela semble surréaliste. Fondée en 1850, la banque avait survécu à la Grande Dépression des années 30 et aux attaques du 11 septembre qui avaient détruit ses bureaux du World Trade Center. Cette nouvelle épreuve était certainement surmontable.
And tonight, one of the biggest investment firms is in serious trouble. Lehman Brothers with a Lehman Brothers stock has been plummeting along with confidence in its ability to survive the... L'ambiance qu'il y avait chez Lehman ce samedi-là, c'était vraiment motivé, il faut qu'on vende. On n'a pas le choix, c'est soit ça, soit on meurt, soit on disparaît. Le dimanche, les banquiers mettent enfin sur pied un plan pour sauver Lehman Brothers. La compagnie sera scindée en deux. Les actifs sains de Lehman seront achetés par la banque britannique Barclays et les actifs douteux seront repris par les banquiers américains. Au moment où on s'apprête à conclure l'entente, la mauvaise nouvelle arrive de Londres. Le gouvernement britannique rejette l'accord. Paulson appelle d'urgence le chancelier britannique Alistair Darling, qui reste immuable. Je comprenais son problème, et nos conversations sont restées amicales, sauf que je ne pouvais pas approuver une entente qui forcerait les contribuables britanniques à assumer une dette qu'ils ne comprendraient pas. Abattu et frustré, Paulson raccroche. Il déclare aux banquiers dans la salle, « Les Britanniques nous ont torpillés. » Il ne pouvait pas y avoir d'entente. Le plus étonnant, c'est que les Américains ont attendu à la toute dernière minute pour discuter avec les autorités britanniques. Paulson sait que la faillite de Lehman annonce une catastrophe financière qui touchera des millions de personnes dans le monde entier. Alors que la tension est à son comble, Hank Paulson est victime d'une crise de panique. Il quitte la salle pour appeler sa femme. I just said, Wendy, Lehman Brothers is going to fail, and it's going to be very bad, and a lot of people are looking to me, and I don't have all the answers, and I'm afraid, would you pray for me? Le fait que Lehman disparaisse, je pense que ça a été l'équivalent un peu du 11 septembre, c'est-à-dire que 2 tours puissent s'effondrer après que des avions leur soient rentrés dedans, c'était aussi impensable que de voir une des banques majeures de Wall Street disparaître comme ça du jour au lendemain. This has been an historic Sunday on Wall Street, and it's not over yet. At this hour, the Lehman Brothers Investment Bank appears headed toward bankruptcy. With $613 billion in debt, Lehman is by far the largest bankruptcy ever in this country, dwarfing WorldCom back in 2000. Et donc c'est la panique. C'est une panique animale qui prend les marchés. Il n'y a qu'un mot, vendre, vendre, vendre. Mohamed Al-Erian est PDG de PIMCO, une des plus importantes sociétés d'investissement au monde. PIMCO gère plus de 1000 milliards de dollars d'actifs. Je téléphone à ma femme, je lui dis, s'il te plaît, va à la banque, va au ATM et sors du liquide, sors du cash. Pourquoi? Je dis, parce que je ne suis pas sûr si les banques vont ouvrir demain. On a réalisé que c'était une crise mondiale. On a sous-estimé combien d'impensable allait devenir impensable. À 2 heures du matin, Lehman Brothers déclare officiellement faillite. On craint que la nouvelle fasse sombrer le système bancaire mondial. Il semblait n'y avoir aucune limite à l'effondrement du système. Et la perspective de la crise économique, c'était, on pensait que ça pourrait être encore pire que la Grande Dépression des années 30. L'effondrement de Lehman Brothers provoque un tsunami qui s'abat sur toute la planète, détruisant des millions d'emplois et l'avenir économique de plusieurs pays. Des manifestations éclatent partout dans le monde. De Reykjavik à Pékin jusqu'à Londres.